Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Excellence Mag. Combien de membres de la diaspora ont essayé de lancer un business au pays? Combien ont été déçus? Combien ont vu leurs rêves s'envoler? Pourtant, un homme, un expert dans son domaine, a décelé ce qui fait défaut. Il est là, prêt à répondre à nos questions. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Otis Mboyo, qui est le fondateur de Sterling Price Group. Il va nous présenter sa société et les activités qui y sont menées. Bonjour Monsieur Otis Mboyo, merci de nous recevoir et de nous accorder un peu de votre temps. Bonjour à vous, mademoiselle Guetengue, et merci à vous de prêter attention à ce que nous faisons. Monsieur Mboyo, vous êtes le fondateur de Sterling Price Group, une société de consulting. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus sur votre société? Oui, bien sûr. Je m'appelle Otis Mboyo. Je suis un ressortissant de la diaspora congolaise en Belgique, où j'y ai fait mes études depuis la 3e primaire. Je suis arrivé ici très jeune. J'ai terminé à la Chambre belge des comptables, où j'ai pu obtenir mon diplôme de comptable et chef d'entreprise. Par après, j'ai fait une formation en finance pour devenir analyste financier. Et là, actuellement, je suis inscrit à l'ITA, qui est donc l'autorité des régulations des experts comptables et comptables fiscalistes en Belgique. Intéressant, c'est un excellent parcours que vous avez. Merci à vous. Je vous en prie. Dites-nous-en un peu plus concernant votre société Sterling Price Group. Sterling Price est une société de conseil, notamment en matière de la finance, comptabilité, fiscalité et dans les gestions de patrimoine. Nous sommes aussi également ce que l'on peut appeler des facilitateurs des levées des fonds. Nous sommes basés actuellement en Belgique, mais nous espérons très bientôt nous étendre sur notre pays, très cher pays, les Congo, et particulièrement à Kinshasa. Intéressant. Dans l'introduction, nous avons évoqué le fait que beaucoup de personnes de la diaspora tentent un retour au pays. Pour certains, ça marche et pour d'autres personnes, c'est très compliqué, c'est un parcours du combattant. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait très peu de personnes qui réussissent? En dehors du fait qu'il y a les facteurs chance, je dirais que le gros problème, c'est tout simplement l'argent. On ne va pas tourner autour du pot. Vous savez, quand vous lancez une activité, vous devez être en mesure de continuer cette activité. Et pour pouvoir continuer l'activité, des fois, de temps en temps, si vos besoins en fonds de roulement sont trop élevés par rapport au capital initial que vous avez apporté, vous êtes obligé de réinjecter de l'argent. Si vous n'êtes pas en capacité de faire cela, votre activité va s'arrêter directement, c'est la faillite. Or, ce que l'on observe souvent, c'est que nos compatriotes qui sont ici vont prendre des crédits pour aller investir au pays. Mais une fois que ces crédits est épuisés, ils sont obligés de revenir ici. Non seulement ils n'ont pas les reins solides, parce que déjà ici, ils ne comptent que sur leur seul salaire pour rembourser les crédits. Ça crée beaucoup de conditions de stress et on ne sait pas entreprendre de la bonne manière de cette façon-là. Ce qui est différent par rapport aux entrepreneurs qui sont déjà sur place et ils ont l'habitude. Ils peuvent tenir une activité pendant 6 mois, même sans prendre des bénéfices. Ils ne sont pas pressés et ils sont beaucoup plus téméraires. Donc, de ces faits-là, excusez-moi, je vous coupe, mais de ces faits-là, ce serait beaucoup plus préférable, plutôt que de se lancer seul, de mutualiser les risques et de s'associer pour pouvoir avancer, tout simplement. Vous pensez que le fonds insuffisant est la seule raison qui fait que la diaspora échoue? Ce n'est pas la seule raison, mais c'est la raison principale. Une fois que vous n'avez plus de ressources, vous avez épuisé votre crédit, vous n'avez plus d'argent, c'est la faillite assurée. On a beau dire tout ce que l'on veut, il faut avoir un mindset des gagnants, il faut avoir la pensée positive, tout ce que l'on veut, tout ça ce sont des discours.
Vous savez, l'Afrique, c'est un continent où les gens sont dans les concrets, ils veulent des solutions à leurs problèmes. Si vous n'êtes pas en mesure de leur apporter ces solutions, vous aurez beau avoir un esprit positif, vous ne pourrez pas leur vendre du vent. Vous avez évoqué le fait de mutualiser les risques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, je vais vous donner un exemple. Dans ma vie de tous les jours, je suis confronté à des personnes qui viennent me voir pour me dire j'ai eu une idée X par rapport à un projet. Généralement, je me heurte à deux types de réactions. La première réaction, c'est qu'ils sont dans les dénis quand je leur dis qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Ils n'ont pas réinventé l'eau chaude. Ouais. D'abord, ils sont dans le déni. Et ensuite, quand je leur propose de s'associer à d'autres personnes qui ont eu la même idée, alors là, ils sont en colère, ils se sentent un peu menacés par rapport à leur projet. Et c'est ça qui fait que les gens ont du mal à s'associer. Et le fait que je parle de mutualisation des risques, c'est juste pour dire aux gens que plutôt que de se lancer seuls, ils peuvent s'associer pour réduire les coûts, ce qui va leur permettre d'avoir un retour sur investissement un peu plus rapide. Donc, si on comprend bien, c'est la peur de perdre le contrôle sur les projets qui conduit les gens à cette méfiance. Je dirais plutôt que c'est notre incapacité à nous de voir les choses en grand. On peut avoir un capital, par exemple, de 20 000 euros pour un projet, mais si on se retrouve à 5-6 sur ce même projet, on se retrouve facilement avec un capital de départ de 180 000 euros. Déjà là, c'est assez conséquent et on peut se retrouver à la table d'un banquier pour mener des négociations, pour lever des fonds nécessaires. Et là, on est déjà beaucoup plus crédible que si on est seul face à un banquier avec nos 20 000 euros, par exemple. Très intéressant. Vous préconisez plus une association que de se lancer seul. Moi, j'ai toujours préconisé le fait de s'associer. Comme je vous le disais déjà, en vous associant, Ouais. vous réduisez les capitales que vous devez apporter, ou alors vous agrandissez ces capitales parce que vous êtes à plusieurs, et les risques que vous devez prendre tout seul, vous les prenez ces risques à plusieurs. Et du fait que vous avez un plus gros capital de départ, ben votre retour sur investissement, logiquement, vous devrez l'atteindre beaucoup plus rapidement que si vous étiez seul. Ok. Monsieur Mboyo, je rappelle que vous êtes analyste financier, expert comptable et gestionnaire de patrimoine. À ce titre, vous avez de l'expérience pour les constitutions des sociétés. Qu'est-ce qui vous passionne dans vos tâches de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, ben comme vous le dites, nous constituons des sociétés, mais nous sommes vraiment dans une mission d'accompagnement par rapport aux entrepreneurs. On gère les portefeuilles, on tient la comptabilité, mais on accompagne également dans tout ce qui est décisionnaire. Donc notre travail à nous consiste à établir plusieurs scénarios et choisir les scénarios qui sont les plus susceptibles de se produire. Et en fonction de ces scénarios, faire des modélisations et des projections pour que nous puissions avoir une décision bien déterminée. Vous êtes souvent dans le dernier cercle décisionnaire, mais ça se passe comment dans les sociétés? Oh, ça dépend ça dépend de la forme juridique de la société. Ça dépend également des statuts de la société. Mais de manière générale, nous sommes en étroite collaboration avec les organes de gestion. Nous leur soumettons nos analyses sur des bases statistiques pour leur permettre de prendre les meilleures décisions suivant les modèles qu'on a établis et les modèles et les projections qu'on aura fait pour eux. Dans ce sens, je suppose que vous avez une méthodologie et en face de vous, vous avez des professionnels qui ont l'habitude des chiffres et ils ont un certain degré de compréhension. Est-ce que vous aurez la même méthodologie pour vos clients à Kinshasa? Ah oui, bien évidemment, rien ne va changer. Rien ne va changer.
C'est pas parce qu'on change de pays qu'on change de méthodologie. Mhm. Bien au contraire, nous allons garder la même manière de procéder. Et en ce qui concerne la compréhension, c'est à nous de nous adapter pour qu'il n'y ait pas de points d'ombre pour les clients lorsque nous allons leur soumettre nos recommandations. Je suppose que votre choix est fait en fonction de vos origines, mais pourquoi vous installer dans la ville de Kinshasa et non une autre ville? Euh, c'est assez paradoxal, parce que contrairement à ce que l'on pense, Kinshasa est une ville qui est remplie de familles fortunées, mais malheureusement, ce que l'on constate, c'est que ces familles détiennent de la liquidité, mais cette liquidité ne fait pas tourner l'économie. C'est de la liquidité qui est hors système, plutôt que de bénéficier aux entrepreneurs qui sont sur place, qui n'ont pas de moyens de financement. Cette liquidité est expatriée sur des marchés financiers qui sont à l'étranger. Et de ces faits, on aimerait être les liens entre ces personnes, ces familles fortunées et les entrepreneurs qui ont des idées innovantes et qui veulent faire avancer leur activité. C'est très intéressant ce que vous dites. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut soutenir un marché financier local? Bah, vous l'aurez compris que pour moi, le marché financier est inexistant au Congo, bien que nous ayons des banques et des assurances. Les banques ne sont pas en mesure d'accompagner à 100% les entrepreneurs. De plus de cela, ils pratiquent des taux assez usuraires, de l'ordre de 15 à 20%, ce qui est énorme. Mhm. Et en dehors de ça, nous n'avons aucun cadre qui puisse nous permettre de changer de titre et de négocier des entrées dans des capitales d'une société, comme cela s'est fait ici par exemple. Monsieur Mboyo, vous soulignez bien qu'il y a des banques et des assurances, mais qu'est-ce que vous entendez par l'inexistence du marché financier? Ouais, comme je viens de vous le dire, hein, les banques et les assurances existent, mais à moindre mesure. Parce que si vous êtes un jeune entrepreneur, vous venez de lancer votre activité, les banques ne vont pas vous accompagner à 100%. Mhm. Ça, c'est assez rare. Et de plus de cela, vous aurez beaucoup plus de contraintes pour pouvoir accéder, être bancarisé. Déjà, au Congo, c'est un gros problème. Tout le monde n'est pas bancarisé. Alors, vous Exact. imaginez bien qu'obtenir un crédit pour lancer une activité, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de formalités, tout ça. Donc, Exact. Par marché financier, vous voulez parler de la bourse? oui, exactement. Bien oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que l'on aspire. Il nous faut un cadre juridique qui nous permette de faire des entrées dans des grandes sociétés. Donc, on manque des moyens même d'évaluer ce que valent réellement nos sociétés, nos grandes sociétés. Non seulement ça, mais également, on n'a pas d'autorité de régulation qui puisse nous permettre de suivre les titres échangés et à quelle quantité. On ne sait pas non plus à qui s'adresser si on veut rentrer dans les capitales d'une société pour acheter des actions et parts. Mhm. Donc c'est tout ça qui me laisse penser que nous n'avons pas de marché financier. Exact. Vous dites que les grosses fortunes ont énormément de cash. Vous le savez sans doute que les cash est difficile à retracer. Mhm. Comment vérifiez-vous la provenance de l'argent qui pourrait vous être confié? C'est peut-être de l'argent détourné. Ah oui, c'est une très bonne question que vous me posez. Mais les plus grandes places financières du monde, vous savez, sont tous confrontés au même problème. Comment éviter de recycler l'argent issu d'activités illégales, des détournements ou de la corruption. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ces pratiques ne sont pas près de disparaître de notre pays. Bon, moi, je dis que la meilleure des choses à faire, c'est de permettre aux entrepreneurs de notre pays, de notre continent,
de pouvoir bénéficier de ces flux monétaires avant que ça ne soit capté par les marchés financiers étrangers. Donc, pour vous, le détournement, la corruption, le blanchiment d'argent, ça fait partie de la vie économique. Il ne faut pas lutter contre ça. Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'économie tourne avec la liquidité. Et un marché qui n'est pas liquide, un marché qui est asséché, ben, c'est un marché mort. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une vie économique complètement morte parce que nous avons des suspicions. D'autant plus que nous n'avons aucun cadre légal, nous n'avons aucun outil et c'est un vide juridique. Nous ne savons pas comment traiter ces matières-là de manière tout à fait transparente dans notre pays, dans nos pays. Ok. À vous entendre, on dirait que votre société a des affinités politiques. Des affaires, non. Nous n'avons pas des affinités politiques avec des personnes particulières. Nous travaillons avec tout le monde et bien évidemment, nous avons été approchés par des politiques qui sont curieux et qui sont convaincus que la croissance, le développement va passer par des structures comme la nôtre. Et bien que tout se passe bien, nous n'avons pas de manière, comment dire, exceptionnelle ou particulière des affinités avec tel bord ou tel bord. Ok. Et si je comprends bien, l'argent généré par les Congolais devrait être réinvesti au Congo et non ailleurs. C'est exactement cela que l'on aspire. Comptez-vous travailler seulement avec les locaux? Non, le but n'est pas de travailler seulement avec les locaux. Le but, c'est de faire de Sterling and Price un leader dans la sous-région de l'Afrique centrale et de faire également du marché financier congolais, si tant que nous l'aurons créé, de faire de ces marchés-là les plus liquides et les plus prospères de l'Afrique centrale. Monsieur Mboyo, d'après vous et votre expérience sur le terrain, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait une vraie croissance économique dans notre pays? Je dirais que la croissance économique est freinée par le fait que nous n'avons pas assez privatisé. Il y a encore énormément de secteurs qui restent entre l'escarcelle de l'État. Il faut donc faire en sorte de libéraliser les marchés, permettre aux gros investisseurs de rentrer dans des capitales des sociétés telles que la SNEL ou la Régie des eaux, ces genres de sociétés détenues par l'État, l'État qui n'attend pas forcément des résultats, alors que si il y avait des actionnaires derrière, des actionnaires privés, et ils allaient mettre une pression pour qu'il y ait de l'innovation, pour qu'il y ait des résultats, et c'est ça qui crée réellement de la croissance dans une économie à l'étranger, et bien évidemment, cela peut être le cas chez nous. Monsieur Mboyo, le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'il y a des nouveaux investisseurs. Ce n'est pas déjà le cas. Des nouveaux investisseurs. Je ne voudrais pas contredire ici des membres du gouvernement, mais à mon sens, les abeilles vont là où se trouvent les miels. Or, nous n'avons pas encore fait nos preuves. Nous ne sommes pas encore au stade où nous pouvons créer des milliardaires ou des millionnaires à travers un système financier bien établi. C'est pour vous dire que les gros investisseurs, les gros portefeuilles, les grosses banques d'affaires, telles que JP Morgan, Barclays, Citi, s'intéressent à des sociétés qui font un minimum de bénéfices. Et si on prend en compte leurs chiffres, les paramètres qu'eux prennent en compte, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Pour le moment, je serais même incapable de vous citer une société congolaise qui dégage ne serait-ce que 10 millions de bénéfices par an. Donc, il faut déjà atteindre ce genre de niveau pour pouvoir intéresser de gros portefeuilles. Pour le moment, je pense que
les gouvernements n'attirent que des petits portefeuilles, malheureusement, pour notre système financier. Et pourquoi, d'après vous, nous n'avons toujours pas des grandes sociétés intergénérationnelles? Je pense que le problème vient du fait que nous avons du mal à dissocier les fondateurs de la société. Nous avons du mal à faire la part des choses. Si nous prenons par exemple les cas de M. Katumbi, en dehors des tout-puissants Mazembe, est-ce que vous connaissez le nom d'une autre de ces sociétés? Non. Ben voilà. Parce que le problème, c'est que nous avons un fondateur qui est là et tout le monde ne voit que les fondateurs au lieu de se concentrer sur la société, sur ce que vaut cette société et faire des estimations par rapport à cette société. On se focalise sur la carrière de la personne. Ok, c'est un entrepreneur à succès, mais son héritage devrait être celui de sa société, de ses sociétés, et pas son nom. Ok. Vous voyez bien que lorsque la personne ne sera plus là, il y a un risque que la société disparaisse avec lui. Tandis que quand on a des sociétés avec plusieurs actionnaires, bien qu'une personne disparaisse, bien que les fondateurs disparaissent, la société continue avec sa personnalité juridique parce que les autres actionnaires sont là pour assurer les suivis. Très intéressant. Monsieur Mboyo, comment d'après vous nous pourrions créer les bases d'un marché financier interne? Très bonne question. C'est par là qu'il fallait commencer. Je pense qu'il nous faudrait une personne comme Noël Chiani à la tête de la Banque centrale de notre pays. Pourquoi lui? Parce que, à mon sens, c'est la seule personne qui a l'air de comprendre réellement les mécanismes du système financier mondial et les rouages qui sont derrière. Non seulement ça, mais nous devons également, au travers de notre banque centrale, créer un fonds souverain pour permettre à nos investisseurs et à nos entrepreneurs de pallier contre les fluctuations du marché d'échange. Et en troisième position, je pense qu'il serait temps d'avoir une vraie bourse, créer des structures qui nous permettent d'échanger des titres, d'accéder au capital d'une société, comme je vous le disais, d'avoir des parts et actions, mais également de pouvoir échanger des obligations. Tout ce qui se fait par ailleurs, en fait, tout simplement. Et en dernier ressort, il faudrait que nous ayons des juridictions capables de statuer sur des cas où il y aurait des conflits. Et bien sûr, une autorité des régulations pour suivre les marchés. Merci pour ce moment très intéressant. Je rappelle que vous ouvrez bientôt une succursale de votre société à Kinshasa. Vous êtes consultant, expert comptable, gestionnaire de patrimoine, mais également consultant en analyse financière. C'est exact, c'est ça. Comment les personnes qui sont intéressées peuvent-elles vous joindre? C'est facile. Les personnes peuvent nous contacter sur mail à l'adresse sterling-price@outlook.com.